Parfois, erreur d'impression rime avec objet de collection. Mais je ne m'attendais clairement pas à ce que la pochette d'un simple vinyle puisse m'amener à parler d'un accident de la route mortel, d'un meurtre à l'arme blanche et d'une mort par overdose dans une seule et même émission. Salut à vous pauvres mortels, je suis Chris, ensemble on explore la culture populaire et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler musique et revenir sur une histoire insolite bien de chez nous, liée au parcours d'un groupe culte, Metallica. Avant de commencer, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de Spotify à iTunes, en passant par Deezer, YouTube Music ou Podcast Addict. N'hésitez pas à lâcher des likes, des étoiles et à partager l'émission autour de vous pour soutenir mon travail. Si vous en avez les moyens, vous pouvez aussi souscrire à un abonnement mensuel ou annuel sur Substack pour m'aider à bosser dans de meilleures conditions. D'ailleurs, vous retrouverez dans l'article original qui accompagne ce podcast toutes les images et tous les médias qui vont bien pour aller plus loin. Maintenant que la réclame est faite, passons aux choses sérieuses. Metallica compte incontestablement parmi les groupes les plus influents du XXe siècle. Fondé en 1981 à Los Angeles, en Californie, il est l'une des formations les plus populaires de la scène métal, et plus particulièrement l'une des figures de proue du thrash metal, avec Anthrax, Slayer et Megadeth. Formé autour du batteur Lars Ulrich et du guitariste et chanteur James Hetfield, Metallica est bientôt rejoint par le bassiste Cliff Burton et le guitariste Dave Mustaine. Mais Mustaine, cumulant problèmes d'addiction et comportements imprévisibles, est finalement remercié avant l'enregistrement du premier album. Il partira fonder Megadeth et nourrira longtemps une forte rancœur envers ses anciens camarades. C'est Kirk Hammett qui prendra sa place au sein du groupe, complétant ainsi la formation classique des débuts de Metallica, qui signe l'album Kill Them All, sorti en 1983 chez Megaforce Records. Dès l'année suivante, Metallica enregistre son deuxième album, Ride the Lightning, dont je vais vous reparler plus en détail tout à l'heure, parce qu'il est justement au centre de l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. En 1986 sort le troisième album du groupe, Master of Puppets, encore considéré comme un tournant majeur pour le Quatuor et comme l'une de ses meilleures productions. Amorçant de façon assumée un tournant plus mélodique et s'éloignant du thrash metal originel pour des tonalités à la fois plus progressives et accessibles, Master of Puppets est une référence de poids pour la musique metal qui s'est totalement intégrée à la culture populaire, au point où le morceau qui donne son titre à l'album fait même une apparition dans la 4e saison de la série Netflix Stranger Things, ce qui aura sûrement exposé à Metallica pas mal de gens qui n'y avaient jamais prêté l'oreille. Un juste retour des choses, car depuis ses débuts, le groupe s'est lui-même largement nourri de la pop culture. D'un côté, on trouve dans leur discographie de nombreuses chansons s'inspirant ouvertement des récits de H.P. Lovecraft, dont Burton était très fan, et de l'autre, on a souvent pu voir Kirk Hammett jouer sur des guitares de marque ESP ornées de magnifiques illustrations inspirées des affiches de classiques du cinéma d'horreur, comme Nosferatu, White Zombie, Dracula ou encore La Momie avec Boris Karloff. Le 27 septembre 1986, alors que le groupe est en pleine tournée européenne pour la promotion de Master of Puppets, leur tourbus quitte la route lors du trajet qui relie Stockholm à Copenhague. Si Hetfield, Ulrich et Hammett s'en sortent légèrement blessés, Cliff Burton, qui avait échangé sa couchette avec celle de Hammett, est éjecté par la fenêtre du bus et écrasé par celui-ci qui se renverse durant l'accident. Clifford Lee Burton n'avait que 24 ans et sa disparition est un traumatisme qui hantera éternellement Metallica. Ces événements sont d'ailleurs relatés dans un comic book paru en 1989 chez Revolutionary Comics, un éditeur américain indépendant spécialisé dans les biographies non autorisées au format bande dessinée, notamment avec sa collection Rock'n'Roll Comics. Si certains musiciens étaient amusés, voire flattés de figurer au sommaire de Rock'n'Roll Comics, Revolutionary a dû faire face à quelques démêlés judiciaires du fait de l'utilisation de l'image de plusieurs groupes qui étaient sous contrat d'exclusivité avec différentes sociétés de production. De ce fait, les comic books auraient pu être considérés comme des produits dérivés exploitant une licence dont ils n'avaient pas les droits. Todd Loren, le fondateur de Revolutionary Comics, s'est toujours réfugié derrière le premier amendement, et donc derrière le droit inaliénable à la liberté d'expression aux États-Unis, et également derrière le fait qu'il existait énormément de biographies non autorisées d'artistes dans les librairies, et que le format comic book ne changeait rien à la démarche. Si la justice a fini par lui donner raison, les différentes attaques dont ses publications ont été la cible ont poussé Loren à être inventif et à distribuer ses comics en dehors des circuits habituels pour contourner les interdictions, notamment en les faisant vendre dans des boutiques spécialisées dans le domaine de la musique plutôt que dans des comic shops.
Pour l'anecdote, le fascicule racontant les débuts de Metallica sera tout de même écoulé à 75 000 exemplaires et peut être aperçu dans un épisode de la série télé Marié 2 enfants. C'est cadeau, faites-en ce que vous voulez. Todd Loren a été retrouvé assassiné en 1992 et l'affaire est toujours un cold case non résolu à l'heure où je vous parle. Un documentaire sur sa vie et son travail au sein de Revolutionary Comics, produit par Bulletproof Film, est sorti en 2005. Mais revenons-en à Metallica, et plus particulièrement à leur deuxième album Ride the Lightning, sorti en juillet 1984, et dont l'enregistrement n'a pas été facile pour le groupe, qui s'était fait dérober du matériel quelques semaines auparavant. Les 8 pistes de Ride the Lightning, dont plusieurs comme Trapped Under Ice ou The Call of Cthulhu inspirés des écrits de Lovecraft, sont aujourd'hui des classiques pour tous les fans du groupe. Et des morceaux comme Fade to Black ont même largement dépassé le cercle des amateurs et des amatrices de musiques extrêmes, nourrissant le cliché selon lequel les artistes de la scène métal sont toujours ceux qui signent les meilleures ballades. Le titre de cet opus, trouvé par Kirk Hammett alors qu'il lisait le roman de Stephen King The Stand, ou Le Fléau en version française, est encore une référence à la culture pop, qui a bien évidemment orienté la conception de la pochette de l'album. Cet artwork, qui représente une chaise électrique entourée d'éclairs, fait écho à la réplique tirée du livre de King, dans laquelle un personnage risque la peine de mort par électrocution. Et si la version originale est très reconnaissable par ses tons bleus omniprésents, il existe une variante totalement accidentelle de la pochette de cet album, distribuée sur le marché français par le label Bernet Records. Cette version, tirée tout au plus à quelques milliers d'exemplaires en 33 tours et en cassette audio, a la particularité de voir le bleu caractéristique de son illustration remplacé par du vert, suite à une erreur d'impression dont l'origine est, à ma connaissance, inexpliquée. Quitte à parler de cette exception française, je crois qu'il est intéressant de faire un petit point sur le label derrière celle-ci. Fondé en 1984, Bernet Records doit son nom à son créateur, Sam Bernet. Journaliste à Europe 1, puis RTL, producteur de l'émission culte Les routiers sont sympas, Sam Bernet est aussi l'un des fondateurs de RFM, a été propriétaire de plusieurs boîtes de nuit parisiennes et même vice-président de Disneyland Paris. Un CV plutôt inattendu, auquel il faut ajouter que Sam Bernet est également l'auteur de plusieurs livres, notamment sur Johnny Hallyday, qui était l'un de ses amis, mais aussi sur Jim Morrison, chanteur du groupe The Doors, mort à 27 ans en 1971, dont le décès, potentiellement causé par une overdose, n'aurait pas eu lieu dans son appartement, comme le relate la version officielle, mais dans un bar appartenant à Bernet. Le corps de l'artiste ayant ensuite été ramené chez lui par les hommes de main de son dealer, afin d'éviter des ennuis à tous les gens impliqués de près ou de loin dans ce tragique événement, y compris Bernet. Avec Bernet Records, Sam Bernet a participé à la distribution en France de plusieurs albums cultes pour beaucoup d'amateurs et d'amatrices de musiques extrêmes, comme Black Metal du groupe Venom ou Melissa de Mercyful Fate, mais aussi des 2 premiers albums de Metallica, Kill 'Em All en premier lieu, et ce fameux Ride the Lightning de couleur verte. Évidemment, cette version gratifiée d'un étrange défaut d'impression sorti chez Bernet est devenue très prisée des collectionneurs, d'autant plus que Metallica a rapidement acquis un statut de groupe culte dont tous les produits dérivés s'arrachent comme des petits pains. Outre des copies fabriquées de toutes pièces par des faussaires peu scrupuleux cherchant à profiter du filon, les exemplaires en bon état du vinyle original peuvent se revendre jusqu'à 300 €, tandis que l'audiocassette semble si rare qu'elle n'est que très rarement trouvable sur les sites de vente. En tant que passionné de comics, j'ai déjà lu pas mal d'histoires autour de fascicules qui ont vu leur valeur exploser suite à des erreurs d'impression, et comme vous pouvez le constater, ces drôles de hasards ne se limitent pas au monde de la bande dessinée. En plus de faire le bonheur des spéculateurs, ce genre d'objet met en évidence la dévotion des fans complétistes. Prêts à débourser une petite fortune pour faire l'acquisition de tout objet lié à leur centre d'intérêt, que sa rareté soit totalement fortuite, comme avec ce misprint de Ride the Lightning, ou déterminé par un tirage limité volontaire, de plus en plus courant dans une industrie où la dématérialisation est devenue la règle et où le support physique est par nature voué à être collectionné. Depuis, Metallica a connu une carrière pratiquement ininterrompue, mais tumultueuse, comme en témoigne le documentaire de 2004, Some Kind of Monster, qui revient sur les difficultés traversées par le groupe et dont je vous recommande chaudement le visionnage. Si, au fil des années, la formation a vu Lars Ulrich partir en guerre contre le pionnier du peer-to-peer Napster, et Robert Trujillo succéder à Jason Newsted en tant que remplaçant de l'irremplaçable Cliff Burton, Metallica n'a jamais cessé de repousser les limites de ses performances musicales, jouant dans des lieux toujours plus grands et collectionnant les récompenses de toutes sortes. Un parcours fait de démesure, d'excès, de fulgurance et de colorimétrie défectueuse. Pour ma part, bien que je sois loin d'être un inconditionnel du quatuor californien, et même si cette histoire est aujourd'hui connue par une majorité des fans de Metallica, je me suis dit qu'il était de bon ton de la partager avec vous.
D'habitude, je parle plutôt de bande dessinée, donc je suis curieux de savoir si des sujets comme celui-ci, plutôt axés autour du monde de la musique ou du cinéma, vous intéressent aussi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les réseaux sociaux, tous les liens utiles sont dans la description de l'épisode. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast et partagez l'émission autour de vous. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur Substack et évidemment jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures.